Bonjour tout le monde, et dans cette capsule, on va regarder comment travailler avec les stateful sets pour avoir des applications avec de la persistance de données et les jobs qui vont nous permettre d'exécuter des actions une fois ou à des moments déterminés, pas en continuel. Donc, on va commencer avec les stateful sets. Donc, la meilleure manière de comprendre les stateful sets, c'est de les comparer aux déploiements qu'on utilise depuis le début. Les déploiements utilisent ce qu'on appelle en fait des replica sets. Le principe, c'est qu'ils peuvent être activés, montés, exécutés n'importe où sur le cluster. Leur position est indépendante. Il n'y a pas de données rattachées avec. Donc, si je travaille avec une application qui va avoir, mettons, une base de données ou une application qui écrit des fichiers locaux, le principe, c'est que ces fichiers, j'aimerais habituellement qu'ils soient persistants et que si l'application casse pour quelconque manière, qu'elle revienne avec ces différents fichiers persistants-là. Donc, les stateful sets me permettent de faire un déploiement, mais avec une partie persistante qui va, dans le cas d'un bris de l'application, essayer de reprendre avec les mêmes données persistantes pour être capable de reprendre sans aucune perte d'informations, sans aucune perte de données. Donc, depuis le début, quand on utilise des deployments, ça utilise des replica sets. Donc, c'est la méthode par défaut. Là, on va faire des stateful sets qui vont être capables de garder de l'information. Donc, si on regarde comment est-ce que ça va se passer, on a un exemple ici d'un stateful set qu'on va appliquer. Donc, on va regarder ça ici. On va appliquer ça. Puis c'est ce fichier-là ici. Donc on a ici un service juste pour avoir un lien direct. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est vraiment cette deuxième partie-là de notre application. Donc à la place d'être un déploiement, c'est un stateful set. Ici, on peut voir que ça nous demande deux répliques à l'intérieur de ce stateful set-là. Fait qu'il va y avoir deux éléments. Fait que si en fait on utilise notre logiciel Lens, ça va nous permettre de voir qu'il y a deux pods. Donc, on a deux pods qui travaillent de Redis, okay, donc 0 et 1, qui sont fonctionnels en ce moment. On a l'application qui roule, puis si on regarde, on peut regarder les logs de cette application-là. Ici, il faut que je regarde quelque chose de plus spécifique, qui est le bon pod à l'intérieur. Puis, on peut voir que à chaque fois qu'on travaille, on va mettre F ici pour que ça fasse une suite. Donc, en gros, ça fait juste faire un log avec un numéro qui bounce, puis le nombre d'indentations de l'élément. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui arrive si je vais arrêter le pod. Donc ici, je vais faire à semblant que le pod crache pour une raison quelconque. C'est que je vais juste trasher le pod directement. Ça me casse l'élément. Et il est en train de se recréer. Fait que j'essaie de me reconnecter. Puis qu'est-ce qui est intéressant? Quand je me suis reconnecté, j'étais rendu à 17. Puis ici, on est tombé à 16 directement. Donc, il y avait un fichier qui était capable de savoir il était rendu où, puis il a pu continuer de l'emplacement où c'est qu'il était. Si on regarde en fait dans le fichier qui vient avec, on peut voir qu'à l'intérieur, on a la spécification du container, puis on a un mount, puis un volume claim. Donc ici, on n'a pas rien fait de plus, là. Donc on n'a pas fait de l'habituel persistent volume, puis persistent volume pool, et ainsi de suite. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ici un storage class spécial qui s'appelle localpath. Okay, donc ça, c'est notre K3S, notre distribution de Kubernetes qui nous offre ça ici pour avoir une espèce de raccourci rapide pour que ça soit automatiquement fait sur le pod. On peut aller les voir. Donc si on s'en va voir dans nos persistent volume claim,
on peut voir ici qu'on a notre Redis SS0 puis notre Redis SS1. Qu'est-ce qui est encore plus intéressant avec les Persistent Storage, avec les Stateful Set, pardon, c'est que si on détruit le Stateful Set, donc je peux voir ici, j'ai du déploiement, j'ai les pods qui sont en train de s'effacer, donc j'ai tout le stock qui a été enlevé, mais le Persistent Volume Claim reste. Ça veut dire que si je repars et je le repars, il va automatiquement se rattacher avec les mêmes. On peut voir ici qu'il vient de reprendre le contrôle, puis il vient de redémarrer au même endroit. Fait que c'est automatiquement géré par le local path, mais plus particulièrement par le stateful set, qui me permet de créer une application qui va avoir besoin de données persistantes, puis qui va automatiquement se rattacher aux mêmes données persistantes, qui va gérer de manière automatique. Okay, donc ici, j'aurais pu avoir 5 réplicas, 10 réplicas, puis chacun aurait eu sa propre version des informations. Deuxième sujet de la capsule, c'est le principe de jobs, puis les cron jobs. Donc le principe d'une job, c'est qu'est-ce qu'on connaît? Okay, c'est une image qui va être roulée dans un conteneur, qui va être dans une espèce de pod. Mais le principe d'une job, c'est que ce n'est pas une application continuelle. Une application qui doit s'exécuter une fois et qui se termine, et voilà, c'est terminé. Donc, un exemple d'une job qu'on voudrait rouler possiblement une fois de temps en temps. On a ici un exemple où j'ai, mettons, une base de données Postgres et j'ai besoin de faire un backup de la base de données. Puis, avec ce backup-là, ça pourrait l'envoyer ici dans un serveur de backup quelconque. Ici, dans l'exemple, on ne va pas l'envoyer nulle part, là, on fait assemblant de. Le principe, ça va être juste de voir que ça peut être exécuté d'une manière ponctuelle, quand on veut. Donc, cette petite application-là, avec ce script-là, est déjà créée dans une image, qui est le Simple Backup Example. Donc, c'est une image qui a été créée en Docker, qui a été mise sur Docker Hub, puis qu'à l'intérieur, ça fait juste exécuter ce script-là à son entry point. C'est des choses qu'on connaît. On est capable de comprendre comment est-ce qu'on serait capable de faire ce genre de choses-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un déploiement de notre application Postgres, puis on va appliquer la job là-dessus. Donc, on va ici avoir notre stateful set, qui est une application Postgres, fait qu'on a un service. Ici, ça va être important de comprendre que cette job-là n'est pas reliée directement à nos applications. Il va falloir passer à travers le service pour être capable de se connecter à notre application, puis être capable de faire l'action qu'on a besoin. Donc, la job roule sur le cluster. Elle ne roule pas directement avec un pod ou avec une image ou avec un déploiement. Donc, il va falloir passer à travers les services du cluster pour être capable d'interagir avec les éléments à l'intérieur de mon cluster. Donc, j'ai ici un service de Postgres qui est sur le port par défaut de Postgres. Puis, on a ici l'image de Postgres qui s'exécute, avec des données qui sont dans un dossier déjà reconnu. Donc, ici, c'est juste une application de Postgres bien standard. On va déployer ça. Et qu'on peut voir ici, on a maintenant notre application de Postgres qui a son propre storage, qui a son propre pod, qui est en train de s'exécuter. On lui laisse le temps de partir une première fois. Donc, à l'intérieur, on peut voir, et on a des logs, puis la base de données est prête à accepter des connexions. Fait que là, ici, j'ai une image qui va exécuter ce script-là. Puis, je vais être capable de l'exécuter une seule fois pour dire, je veux faire un backup maintenant de ma base de données. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Ben, on va avoir, comme d'habitude, un fichier
de métadonnées, de configuration, qui va être de type job. Donc le type job va se faire seulement une fois. On a ici le fichier de type job. Donc on lui donne un nom, il s'appelle backup, il utilise l'image qui va exécuter le script. Puis à l'intérieur du script, on avait besoin de la variable d'environnement URL. Ici, on l'écrit directement dans la configuration, puis on utilise le nom d'utilisateur puis le mot de passe de la base de données. Est-ce que ça pourrait être un secret? Je crois que oui. Donc c'est le genre de choses qu'on pourrait convertir en secret comme on a vu précédemment. Puis on a ici un Restart Policy Never. Le Restart Policy, c'est seulement s'il y a un problème. Donc habituellement, ça va s'exécuter une fois, ça va terminer, puis la job ne se refera pas. Donc on va appliquer cette job-là sur notre projet, puis après ça, on va aller regarder dans Lens qu'est-ce qui se passe dans l'onglet Job. Donc, je vois la job qui est en train de travailler. Donc, je peux voir qu'elle s'est faite automatiquement. Okay, donc, ça s'est fait extrêmement rapidement. Si on regarde, je peux voir ici que c'était un pod qui a été créé de type job. Il est déjà complété, il n'est plus running. Puis, si je regarde de nouveau, on va regarder ici, celui-là. Donc, on peut voir que même s'il est complété, okay, il n'est pas détruit du cluster. Donc, je peux quand même aller voir, mettons, ses logs pour aller voir que, OK, il a fait le pgdump, puis il a réussi à le voir. Il ne va pas démontrer ça nulle part. OK, parce que c'est ça qu'on a fait dans notre script ici. Là. Donc, on fait juste un echo, on ne fait pas le curl, parce que on n'a pas de serveur de backup en ce moment pour gérer ça. Donc, on est capable de faire des jobs qui sont ponctuels pour être capable de faire des tâches qui ne sont pas toujours actives. On a le même principe avec les cron jobs. Et donc, le principe de cron, c'est de répéter une tâche à un intervalle donné. Donc, avec les cron jobs, et donc ici, je suis dans la documentation officielle de Kubernetes des cron jobs, ça va être le principe de faire une job à un intervalle régulier. Fait que le principe, c'est qu'on utilise l'horaire des cron jobs habituels, là. Donc avec les minutes, les heures, les days, le jour, puis le mois de la semaine, ça dit quand est-ce que tu le répètes. Puis après ça, dans le template, on peut avoir ici le container, puis on peut même indiquer différentes commandes qu'on pourrait directement exécuter à l'intérieur de notre container. Donc, avec ça, on est capable de créer des jobs qui vont se répéter à un intervalle régulier. Et ça fait le tour des jobs et des stateful sets à l'intérieur de Kubernetes.